Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez également sur Télé Antilles à Paris, sur le réseau Free, bonsoir et bienvenue dans cette émission 100% politique. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Catherine Conconne. Catherine Conconne est première vice-présidente du Conseil régional de la Martinique. Catherine Conconne, bonsoir. Bonsoir Monsieur Laouché, merci de me recevoir, c'est aussi un plaisir et un honneur pour moi. Vous allez bien? Très bien. Vous m'envoyez content. Vous avez fait une émission sur une chaîne concurrente concernant les propos que vous avez eus à l'issue d'une plénière du Conseil régional. Est-ce que vous avez eu l'impression, parce que c'était parti sur les réseaux sociaux, on vous traitait de tous les noms, est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir réussi cette prestation et de faire en sorte que les gens aient davantage compris ce que votre état d'esprit à ce moment-là? Je n'étais pas allé à TV pour ça, hein. Les questions sont arrivées sur ce sujet-là par accident, encore une fois, et comme j'ai eu l'occasion de le dire, j'assume pleinement mes propos. S'il y a des gens que ça a pu choquer, je m'en excuse auprès d'eux, mais j'assume pleinement mes propos, parce qu'encore une fois, on prend un enregistrement à mon insu dans lequel je dis un certain nombre de choses, on ne sait pas ce qu'on m'a dit avant, on ne sait pas ce qu'on m'a dit après, on ne sait pas quel est le contexte, pourquoi j'ai eu l'occasion de dire ça, et puis bon, si une interjection créole choque encore les gens ici, eh bien, qu'ils soient choqués. Est-ce que vous étiez en colère? Oui. Vous étiez en colère? Oui. Donc voilà, vous êtes colérique, vous ne savez pas maîtriser vos nerfs alors? Eh bien, un humain reste un humain. Hein. Quand vous avez passé toute une journée en plénière à en prendre, non pas sur des sujets d'opposition, sur des idées, mais des attaques personnelles, des mises en cause de mon intégrité personnelle, à la fois de femme que je suis, mais également de responsables politiques avec des responsabilités importantes, avec des documents dont j'ai la responsabilité en termes de signature et tout, qui sont extrêmement importants, qui relèvent du pénal. Donc, quand vous avez passé une journée à prendre ça, et le président également aussi, eh bien, quand à 20h30, après une journée très dure comme celle-là, où vous êtes contenu au maximum, on continue de vous poursuivre dans les couloirs en vous traitant de tous les noms, je ne sais pas quel humain n'aurait pas eu un excès de colère. J'ai beau être un élu, encore une fois, je le redis, je reste un humain, et si jamais ma qualité d'élu devait me transformer en paillasson permanent à tout prendre, j'aurais préféré quitter mes fonctions. Est-ce que vous avez déjà été salarié de quelqu'un? Oui, j'ai travaillé à la région, il faut le savoir. Ah bon? J'ai travaillé 6 ans au Conseil régional de Martinique, entre autres. Dont le président était qui? Camille Dancien. Camille Dancien à l'époque. Oui. À l'époque, à la RDTM, j'étais donc à la RDTM et le président, c'était Philippe Saint-Cyr. Excellent président avec qui on avait d'excellentes relations. Un homme très humain et très, très sympathique avec son personnel. Donc vous avez travaillé 6 ans dans la fonction, disons, territoriale, la fonction publique territoriale. Est-ce que vous avez déjà travaillé dans une entreprise? Eh bien, oui, j'ai eu à collaborer dans des entreprises qui touchaient de près ou de loin à mes proches. Et puis, moi aussi, j'ai eu à tenir des entreprises. Oui, j'ai été salarié. Est-ce que vous avez été chef d'entreprise? Est-ce que vous êtes aujourd'hui là, chef d'entreprise? Non, j'ai arrêté mes fonctions de chef d'entreprise dans la mesure où c'est très difficile de concilier monde dans l'entreprise et monde politique. Vous n'avez droit à rien, quelle que soit la chose que vous faites est toujours connotée. On confond vos biens privés avec le bien public. Vous ne bénéficiez d'aucune subvention par morale, hein, parce que ce n'est pas interdit. Malgré ça, on vous prête toutes les intentions du monde. Et puis, les fonctions que j'occupe sont vraiment prenantes à 100%. Vraiment prenantes à 100%. D'où le fait que pour la prochaine collectivité territoriale de Martinique, beaucoup d'experts, des gens comme Justin Daniel, qui ont du recul, qui ont l'habitude de la chose politique, eh bien, ils disent... les élus, par exemple, qui seront demain membres du conseil exécutif, c'est des gens qui devront être élus à temps plein. Tellement il a pu observer un certain nombre de fonctions, par exemple à la région, je peux vous dire que vous êtes occupé bien au-delà des horaires classiques que l'on peut consacrer à une fonction d'élu ou à une fonction salariée. Donc aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de faire autre chose que la politique compte tenu des obligations que j'ai, des fonctions que j'occupe, de première vice-présidente de la région. Mon président est également
député, ça lui arrive de s'absenter et il me fait une entière confiance qui fait que je me retrouve en responsabilité à la tête de projets, de dossiers extrêmement difficiles qui me prennent, croyez-moi, facilement 15 à 16 heures par jour, si ce n'est pas plus. Mais votre vocation, c'est quand même au départ, à part cette parenthèse dans la fonction territoriale, vous êtes plutôt chef d'entreprise. Oui, vous savez, j'aime bien diriger les équipes, j'aime bien tout cela. Mais si je devais choisir une profession, si je pouvais redevenir très très jeune, faire un bond dans le temps, j'aurais été journaliste. Ah bon? Oui. En tout cas, est-ce que vous êtes donc une professionnelle de la politique aujourd'hui? Comme beaucoup de personnes. Hein. Est-ce qu'il y a un rapport entre être chef d'entreprise et être la politicienne que vous êtes? Est-ce qu'il y a un rapport quelconque, soit antinomique? Rapport, bon, ça tient à la personnalité. Vous savez, lorsque vous êtes chef d'entreprise, vous avez tous les jours à prendre des responsabilités, à assumer des difficultés. Est-ce que c'est le cas en politique? C'est le cas en politique. Est-ce qu'un bon chef d'entreprise a plus de chances qu'un autre d'être un bon dirigeant politique? En Martinique, c'est difficile. Vous savez, dans la politique, il y a beaucoup d'enseignants. Souvent, ils n'assument pas leurs cours. Ils sont absents. On a beaucoup connu ça. On a mis un peu d'ordre dans ça, mais moi, j'avais des élus qui étaient des politiques. Ils étaient souvent dans les capacités d'assumer leurs fonctions, d'être absents. Ça arrive toute une journée. Il y a des plénières, il y a des réunions. Généralement, ça ne choque personne. Donc, on est fonctionnaire, on peut mater son travail, entre guillemets, et venir assumer des fonctions qui sont légitimement très importantes, qui vous prennent du temps. Dans l'entreprise, c'est difficile, parce que patron absent, c'est un patron défaillant, et derrière, il y a des conséquences. Moi, j'ai des collègues qui sont chefs d'entreprise, c'est très difficile pour eux, et ils sont dans un jonglage permanent entre leur fonction de dirigeant et le fait qu'ils soient occupés pendant longtemps à des fonctions politiques. J'ai un collègue qui est agriculteur. Très souvent, lorsqu'on est en réunion, je l'entends appeler ses salariés, faites ça, ou me dire, bon, je suis obligé de partir plus tôt parce que j'ai des marchandises à livrer. C'est pas évident. Parce que là, vous avez à la fin du mois, vous avez des gens à payer, il y a des obligations de résultats qui font que toute défaillance devient une mine. C'était pas véritablement le sens de ma question, mais j'ai été content de ces observations quand même. Est-ce que être chef d'entreprise, c'est une mentalité particulière, c'est une façon d'être particulière, c'est une façon d'appréhender la vie, la société? Ça devrait. Ça devrait. Oui. Alors, est-ce que cette façon-là a à voir avec la façon d'aborder les problèmes quand on est politique? Est-ce que ça rend pragmatique? Ça rend pragmatique. Politique, ça rend pragmatique. Ça vous donne une notion du temps qui est peut-être différente du temps de l'administration. Lorsque vous êtes en entreprise, une procédure doit aller vite. Parce que derrière, il y a des obligations qui tombent, le banquier ne vous fera pas de cadeau, les employés sont à payer, il y a des investissements à réussir, il y a des machines à acheter, et tout ça, ça a un temps. Donc, ça vous donne une notion du temps très raccourcie. Moi, lorsque je mène mes dossiers à la région, je vais très vite. Parfois, j'essouffle les gens. Parce que quand on me dit, la réunion, ce sera dans 15 jours, je dis non. Donc il vaut mieux dans 2 jours. Donc il vaut mieux avoir une mentalité de chef d'entreprise pour diriger la région. Vous savez, je ne catégorise pas les gens parce que je me dis derrière il y a aussi une notion de personnalité. Il y a peut-être des chefs d'entreprise qui sont très différents, mais c'est vrai que l'entreprise donne une empreinte une sorte d'obligation. Je ne dis pas que les autres personnes ne sont pas efficaces, mais là, il y a une vraie obligation d'efficacité, de réussite, de résultat, parce que derrière, la sanction, elle est brutale et immédiate. Donc, M. Yann Monplaisir, qui est un chef d'entreprise, ferait un bon président de région, alors? Je ne le connais pas outre mesure et assez pour savoir. Par contre, je le trouve très radical dans un certain nombre de positions. Et dernièrement, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Il a dit que si le préfet, par exemple, n'intervenait pas dans le dossier de la fourrière, autrement dit, que le préfet n'exécutait pas une décision de justice qui lui ordonne de libérer les entrées de la fourrière, c'est qu'il n'était pas soutenu par des politiques. Un politique en Martinique ne va jamais encourager quiconque à donner de la troupe. Parce que faire de la politique, ça a du sens. C'est un rapport humain en permanence qui doit tout le temps être en épousaille avec notre histoire.
On ne peut pas balayer en permanence l'histoire de Martiniquais et puis faire comme si les terras de la Grenade n'avaient pas existé, les Chalvets n'avaient pas existé, etc. Alors je vais trouver des grands modernistes pour me dire ça c'est de l'histoire, etc., etc. Mais en tout cas, c'est pas moi, en tant que chef politique, qui vais décocher mon téléphone et dire au préfet je vous encourage à donner de la troupe, du lacrymogène, du bâton à l'entrée de la fourrière pour faire exécuter une décision qui est certainement légitime. Mais on ne règle pas les conflits comme ça à la Martinique. Et ça m'a beaucoup interpellée de l'entendre dire ça en me disant cette qualité-là aussi, un politique doit l'avoir. La vie, elle n'est pas toute noire ou toute blanche. Elle est faite également de beaucoup de nuances. Et en Martinique, la notion de nuance est importante. Peut-être 50 nuances de gris, je ne sais pas, mais beaucoup de nuances. Tout n'est pas encore. Est-ce que vous n'avez pas encore vu? Tout n'est pas tout noir et tout blanc. Et on est obligé de faire souvent dans l'émotion, dans le rapport que nous avons à l'autre, et puis de notre histoire, qui a été longtemps marquée par une société d'habitation qui est encore très présente dans nos postures, qu'on le veuille ou non. On a un rapport au patron, on a un rapport aux salariés, on a un rapport au pouvoir de chef d'entreprise qui est sensiblement différent à la Martinique que sous d'autres cieux. Mais ça tient de notre histoire. Et l'histoire d'un peuple ne se balaie pas d'un revers de main. Parce que même dans notre génétique, dans notre couleur de peau, dans la mélanine que nous avons, nous portons toujours les stigmates de ce qui a fait de nous le peuple que nous sommes. Donc on ne peut pas faire ça. Et un patron, quand il est dans son quotidien, sa manière d'être, il doit avoir ses références en tête et savoir qu'il s'adresse, y compris à lui-même, y compris dans ses propres postures, à un peuple qui a un rapport au travail, qui est différent, qui a un rapport humain avec les autres qui est différent, qui a une émotion différente, et c'est ça qui fait de nous un peuple, autrement dit une communauté d'êtres différente de nôtre, mais avec lequel il faut faire. Et ça, c'est mon éducation progressiste qui m'a appris à approfondir ces notions et à être très soucieuse de l'histoire, de la sociologie, de la composition de notre pays, qui est ce qu'il est et qui ne pourrait être autrement. Voilà. Moyennant quoi, vous êtes française ou pas? Oui. Vous êtes française. C'est mon compromis historique à moi. Mais je suis profondément martiniquaise. Vous êtes française? Oui. Bien. Même si c'est un compromis historique, en disant que vous êtes française, ça veut dire que vous jurez quelque part de respecter les lois de la République française, oui ou non? Je le demande en permanence qu'elles soient adaptées à nous. Je ne vais pas jurer de respecter les lois telles qu'elles sont votées de manière brute. Alors, le parcours. Juste une seconde. Les Martiniquais ont choisi, il n'y a pas tellement longtemps, de confirmer qu'ils sont français, qu'ils veulent rester dans cette constitution, qu'ils veulent rester français. Donc, eux aussi, ils s'engagent à respecter les lois de la République, quelque part, non? Oui, les lois de la République, dans un article qui nous concerne pour l'instant, qui pour moi n'était pas notre choix idéal, mais n'oubliez pas comment cette question avait été posée, c'était oui ou non, vous voulez ça ou ça. Non, il n'y avait pas de troisième voie. Mais les Martiniquais sont français en tout cas. Oui, mais ils sont d'accord pour être français ne veut pas dire qu'on ne nous reconnaisse pas une identité. Sans doute, mais au niveau du droit, oui. Si les Français ne respectent pas les lois de la République, on est dans l'anarchie complète, je veux dire. Mais ils ne le respectent pas tout le temps. Ben, tout le temps, il y a des manifestations, il y a des grèves importantes en France, il y a des blocages d'entreprises, il y a tout. Il ne faut pas qu'on en fasse un complexe devant certaines sous-préfectures et préfectures, y compris sur les Champs-Élysées. Des agriculteurs ont déversé du fumier, ont lâché des animaux. C'est interdit par la loi, ça. Sans doute. Pourtant, je veux dire, non, mais vous avez complètement raison, c'est évident. Il ne reste pas moins que la décision de justice doit avoir un sens dans un pays qui se veut civilisé, qui se veut sociétalement organisé. Et donc, lorsqu'une décision de justice ne peut pas être appliquée au nom de l'histoire, comme vous l'avez démontré tout à l'heure, comment... Non, je n'ai pas dit qu'elle ne peut pas être appliquée. À mon avis, il y a d'autres voies de recours. Et moi, en termes de... Quand on est dans un rapport de force, y compris dans une grève, où il y a un rapport de force qui est difficile, parce que quand on arrive à la grève, c'est que généralement, il y a beaucoup de voix qui ont été épuisées. Il faut le savoir. On ne déclenche pas une grève comme ça du matin au soir. Alors, c'est ce que peut-être on ne dit pas assez, mais il y a eu en amont des signaux, y compris des demandes, qui ont fait que la grève devient le moment de rupture d'un processus de dialogue, de concertation, même si c'est vif, parce que n'est qu'à parler fort, n'est qu'à babiller, c'est qu'on s'ennuie. Donc on a
À la fin, on arrive à la grève. Si dans un rapport conflictuel, dur, où souvent les gens de part et d'autre sont en souffrance. Le patron est en souffrance, les salariés sont en souffrance. Dorment, comme c'est le cas d'une grève qui est en cours en ce moment, depuis 3 mois sur des piquets de grève. Donc on est dans une souffrance, on est au paroxysme de la crise, de la souffrance et de la difficulté. Si on vient rajouter une souffrance supplémentaire, c'est pas ça qui va résoudre le problème. Bien au contraire, il peut faire tache d'huile. Donc qu'est-ce qu'on dit? On envenime les choses? On pousse le truc en disant, ben, on donne de la troupe, on lâche les lacrymogènes, on donne 2-3 matraques. Eh ben d'accord, on libère, puisque forcément, force reste à la loi. On va libérer devant, mais vous aurez une contagion de difficultés sociales dans le pays qui va devenir ingérable. Donc moi, je préfère le recours au dialogue jusqu'à la dernière goutte avant de passer à cette étape qui est ultime. C'est bien évident. Néanmoins, si dans une entreprise ou dans une autre, on ne peut pas faire respecter le droit. Là aussi, il risque d'avoir une contagion sur toutes les entreprises, non? On est d'accord, mais c'est un pays qui a besoin que s'établisse en permanence un dialogue. C'est-à-dire qu'on réapprenne à parler avec les mêmes mots, qu'on dédiabolise un certain nombre d'éléments. Un syndicat, c'est pas le diable en personne. C'est pas le diable, c'est pas. Je ne suis pas en train de faire l'apologie ni la publicité des syndicats, ils sont assez grands pour le faire. Mais un syndicaliste, ce n'est pas le diable en personne. Il ne faut pas partir avec cet a priori. Alors il y en a qui peuvent avoir des excès de réclamation, de demande. Mais c'est un élément vital de la composition d'une société qui travaille. Parce qu'on parle beaucoup des syndicats quand la chose est devenue difficile et qu'on est arrivé à une grève, etc. Mais les syndicats œuvrent régulièrement au rétablissement du droit du travail, sont même parfois conseils auprès des chefs d'entreprise pour leur dire « Molila, ça pas bon, rangez ça, rifei ». Parce que on parle du droit. Le droit, c'est des tonnes et des tonnes de lois, de jurisprudence, de plein de choses. Et on a beau dire, nul n'est censé ignorer la loi, mais je peux vous dire que pour un chef d'entreprise, se retrouver dans cette forêt de décisions, de règlements qui changent tous les jours, il peut avoir des failles. Donc notre travail aujourd'hui, et depuis 3 jours, 4 jours aujourd'hui, que nous sommes en négociation difficile avec des syndicats différents, notre travail aujourd'hui est de... Notre c'est qui? Notre c'est qui? Nous les élus. Oui. Moi je crois beaucoup en l'implication des élus dans ce travail-là, c'est de dire comment on peut faire pour progresser humainement. D'accord. On a un progrès humain à réaliser et ce progrès humain passe par l'acceptation au travail, par exemple, de l'un et de l'autre, et d'une éducation à faire, à parfaire ou à refaire dans le rapport des gens au travail. Est-ce que vous êtes d'accord que les syndicats aujourd'hui en Martinique, comme peut-être en France aussi, sont plutôt sur le mode de la lutte des classes et considèrent, en France notamment, c'est pas le cas aux États-Unis, et considèrent le patron a priori comme un ennemi. Est-ce que ça ne vous paraît pas? Non, je n'ai pas du tout cette impression. Je travaille avec vous allez répondre globalement, si vous voulez bien, à cette question. La deuxième question, c'est que la grève est vertueuse lorsqu'il y a un risque de part et d'autre. Je veux dire qu'à partir du moment où le salarié sait qu'il sera payé ses jours de grève, eh bien, c'est plus facile de partir en grève. Je vous pose la question, parce que systématiquement, ils demandent, les salariés, le paiement des jours de grève, lorsqu'effectivement on sait que de toute façon on sera payé, bon, peut-être que dans beaucoup de cas, les jours de grève ne sont pas payés. Là aussi, on parle dans beaucoup de cas. Non, dans beaucoup de cas, les jours de grève ne sont pas payés. Dans les grosses grèves, il y a des négociations ces jours de grève. Oui, parce que, encore une fois, quand on arrive à la grosse grève, c'est que parfois les torts ne sont pas toujours de seul côté. D'accord? Les torts ne sont pas toujours de seul côté. Comme je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on arrive à la grève, c'est que parfois il y a des signaux qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas résolus en temps utile. Il m'est arrivé d'arrêter des grèves à la mairie de Fort-de-France pour des attitudes d'un administratif, qui était certainement dans son bon droit. Mais par exemple, vous avez décidé que vous changez de fournisseur de chaussures pour la police municipale, alors qu'ils n'ont pas arrêté de vous dire que ce fournisseur leur donne des chaussures qui ne sont pas adaptées et qu'ils mettent leurs pieds en souffrance, et ce sont des gens qui marchent beaucoup dans la rue, qui font des kilomètres tous les jours. Vous persistez, vous commandez quand même parce que vous avez l'autorité de le faire et de choisir votre fournisseur, sous prétexte qu'il est 1 € moins cher. Mais quand les chaussures sont enfin livrées, il y a une journée de grève.
Oui. Il y aura une journée de grève. Alors, on la paye ou on la paye pas? Oui, mais là, vous décrivez un salarié idéal, quoi. C'est-à-dire, non, je ne décris pas. Comme si le salarié ne pouvait pas lui aussi avoir des torts. Mais j'ai jamais dit le contraire. Il y a des torts, il y a des non. On parlait de la grève. Oui. Je dis simplement que la grève souvent arrive quand on a atteint le paroxysme d'une situation. D'accord? D'une situation. Parce que ni patron, ni salarié n'aiment les grèves. Contrairement à ce qu'on pense. Et que dans beaucoup de cas, les jours de grève ne sont pas payés. Ou alors payés partiellement. Le conflit que nous venons de conclure, nous sommes arrêtés sur un paiement des jours de grève à 50%. Lequel conflit? C'est FTU. D'accord. Donc faut pas non plus. C'est un sujet qui demande énormément de sérénité et qu'on ne soit pas dans l'émotion. D'accord. Et moi, depuis 14 ans que je suis élue, j'ai vu beaucoup de conflits. Il y en a qui étaient très justes. Il y en a qui étaient parfois injustes et excessifs venant de syndicats. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'une grève ne naît pas par hasard. Il y a souvent en latence des choses qui ont donné parfois ce cri qui permet parfois de mettre les choses à plat. Voilà. Est-ce que... Mais encore une fois, je n'idéalise pas les salariés. Vous savez, je vis aux côtés de quelqu'un qui a payé jusqu'à 33 salaires par mois. Donc, je peux vous dire que des salariés, j'en ai vu. Et, bon, encore une fois, l'idéal n'est dans aucun camp. Mais je veux simplement qu'on revienne au sujet de la grève comme étant un élément d'alerte sociale. Il faut que nous réussissions, nous élus, à pouvoir ouvrir ce chantier-là. Alors, il y a des choses qui se font déjà, tant mieux. Nous avons eu le concours des médiateurs pendant tout le week-end pour travailler sur le dossier CFTU, Georges Bagot et Gilles Marthe. Je profite pour les féliciter. Ils ont été excellents. Et ils nous ont beaucoup aidés. Mais justement, attendez. Beaucoup aidés. Attendez, juste une question là-dessus. Médiateur, d'accord? Est-ce qu'on peut imaginer que le tribunal, que le Conseil des prud'hommes intervienne plus en amont? Parce que le Conseil des prud'hommes est constitué de salariés et de patrons, donc c'est le truc idéal. Pourquoi est-ce qu'il n'interviendrait pas à la place et dire le droit, à la place des médiateurs qui ne peuvent pas dire le droit en réalité? Ils ne disent pas le droit, ils facilitent l'accès au droit. Quoi, les médiateurs? Oui, et puis ils créent des éléments d'ambiance qui sont différents. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je veux dire, au lieu de médiateurs, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un Conseil des prud'hommes qui interviendrait en amont, à la place des médiateurs? Comme ça, le droit serait dit plus tôt. Mais il y a l'inspection du travail aussi, qui a fonction de médiateur et qui pourtant a la double casquette. Tous les conflits que nous avons eus, sur lesquels nous sommes toujours en ce moment, la Fourrière, CFTU, etc., la direction du travail est à nos côtés et dit le droit aux côtés des élus, aux côtés des médiateurs, pour nous... Dire le droit, c'est-à-dire qu'il peut prendre une décision. Oui. Ce qui se passe dans le grand public, c'est qu'on n'a jamais l'information qu'il faut. Parce que le salarié dit un truc, le patron souvent il ne s'exprime pas, ou il dit autre chose, et on est pris dans un conflit, on est victime d'un conflit dont on ne sait pas les tenants et les aboutissants. Oui, c'est pourquoi je dis que c'est un sujet sensible sur lequel il ne faut pas qu'on soit dans l'émotion. Une grève, c'est un élément émotif. On bloque la rue, ça gêne tout le monde, il n'y a pas de bus. Donc tout le monde est dans l'émotion et tout le monde parle. L'usager du bus va fermer le trottoir, va démonter le syndicaliste. Le syndicaliste va dire les patrons sont voyous. On est dans l'émotion. Hors de ces moments de grande crise émotionnelle que sont une grève, il faut se poser et mettre en place des structures régulatrices qui permettent en tout cas d'anticiper. Ça se fait déjà. Je salue la naissance et l'existence de l'ARACT. Je salue la naissance et l'existence de l'IFRTM. Je salue l'existence des médiateurs, qui sont des bénévoles non payés, qui parfois se font retirer de l'argent sur leur salaire parce qu'ils ont passé 2-3 jours en médiation et qui font, avec la formation qu'ils ont eue, le travail qu'ils ont fait sur eux-mêmes et puis leur expérience, cette fonction de facilitateur avec du recul. Ils ne sont pas élus, ils ne sont pas l'État, c'est un citoyen comme tout le monde, donc il est moins connoté. Et ils savent à quel moment on dose la venue des élus, on dose la venue de l'État pour justement rétablir une ambiance qui puisse permettre aux uns et aux autres de ne pas être dans l'émotion. Et puis, il y a beaucoup de recul à avoir. Il ne faut pas se laisser non plus impressionner par... vous savez, nous étions en discussion avant hier soir. Ça faisait 1 heure que nous étions avec le chef d'entreprise à essayer de voir avec lui, de l'écouter, de le comprendre, mais en même temps d'essayer d'avancer. Tout le monde faisait... il y en a qui est venu taper à la porte. Vous prenez trop de temps à crier et tout. On n'a pas
On n'a pas peur, on n'a pas réagi, on a presque envie de dire, bon, allez, après 3 mois de grève, s'il y en a un qui s'énerve, c'est un peu normal, quoi. C'est pas, faut bien mais il faut pas se laisser impressionner par ça. Dans les grèves, en tout cas, les responsables que nous sommes doivent sortir de l'émotion, descendre, et puis écouter tout le monde avec beaucoup de précision et tout faire pour établir le dialogue. Aujourd'hui, il y a des conflits en cours où les gens ne se parlent pas depuis une semaine. Et pourtant, les gens sont en grève. Et par exemple, notre rôle, c'est ça. Parlez-vous. Asseyez-vous, parlez. Baissez la pression. Arrêtez d'être en permanent. Voilà. Merci. Je rappelle à nos téléspectateurs et auditeurs que nous faisons cette interview le 22 février. Le 22 avril, plutôt, le 22 avril. Et donc, attention, quand Madame Concon parle de hier ou d'avant-hier, c'est hier avant le 22 avril. Hein. Voilà. C'est pas le jour de la diffusion de cette émission qui sera diffusée lundi prochain, je crois. En espérant que d'ici lundi prochain, tous ces conflits sur lesquels nous sommes vont être établis. Voilà, c'est pour ça que je tiens à le préciser. Peut-être qu'au moment où vous verrez cette émission, ces conflits seront effectivement terminés, mais voilà, vous aurez quand même cette information. Alors on entend, pour terminer sur le sujet, on entend beaucoup de gens dire, mais pourquoi ils n'interviennent pas plus tôt? Pourquoi ils sont pas allés? Mais attendez, il y a une hiérarchie quand même. Un patron qui parle avec ses syndicats, la direction du travail qui intervient. Nous, on commence à intervenir quand on sent vraiment que tout est bouché. CFTU, ça fait 1 semaine qu'il n'y a plus de bus. Dans certains secteurs, ça fait 3 semaines qu'il n'y a plus de bus. Les usagers... Et on se rend compte que tout le monde a épuisé les voies du dialogue. Une mission de service public, nous sommes obligés de monter au créneau. Mais on ne peut pas en permanence court-circuiter les voies normales du dialogue social. Ce n'est pas une manière d'accéder à la responsabilité dans ce pays qui en redemande. Il faut que les gens soient en responsabilité et pas tutélisés en permanence par un élu ou l'État. Je discutais récemment, Mme Concon, avec un chef d'entreprise qui me faisait remarquer que les zones d'activité existant aujourd'hui en Martinique ont parfois du mal à vivre parce que tous les locaux qu'ils mettent à la disposition des entreprises ne sont pas forcément loués, ils ont des problèmes, c'est pas évident. Et vous leur dites, mais nous, on va créer 17 zones d'activité. Et donc, ce chef d'entreprise vous pose la question suivante. Est-ce que ce sont les zones d'activité qui vont créer l'activité ou ne sont-ce pas les activités qui doivent créer les zones d'activité? Est-ce qu'en créant ces 17 zones d'activité, vous ne mettrez pas en péril les zones qui existent déjà sans pour autant créer d'autres activités? Les zones que nous mettons sur le marché sont thématisées pour la plupart. Il y a aujourd'hui un manque criant de disponibilité dans certains secteurs, comme par exemple tout ce qui est la transformation agroalimentaire. Nous avons une zone qui est propriété région à Mangouvulsin, qui a fait un peu plus de 2 hectares. Donc, en face, quand on quitte Brasquille-Lorraine, toute la parcelle de terre qui est sur la droite en allant vers Fort-de-France. Donc, on a 2,5 hectares là, sur lesquels on veut faire un pôle d'excellence lié à la transformation agroalimentaire. Autrement dit, un pôle avec de la recherche, etc. Et les activités créées autour de ces nouvelles, de tout ce qui est recherche et développement en matière de transformation agroalimentaire, qui vont être annexées et qui vont vivre là en vrai village. De la biotransformation, de la bioactivité, de la recherche autour des médicaments, des plantes médicinales, etc., etc. Il faut une unité. Donc, créer cette unité de 2,5 hectares dans laquelle on est dans quelque chose de dédié, de thématique, c'est une urgence, c'est une obligation pour donner du sens au fait que nous disions que la production agroalimentaire est un de nos fers de lance en matière de développement économique. On est passé de l'époque où on allait sur le marché acheter ses dachines, ses ignames, ses bananes jaunes le samedi en famille, comme c'était le cas quand j'étais jeune, à aujourd'hui, des familles qui peuvent aller au supermarché acheter ces mêmes produits surgelés, qui peuvent aller en supermarché acheter de quoi réchauffer rapidement en four micro-ondes. Les process alimentaires ont changé, on va plus vite. On a besoin de choses très accessibles et aujourd'hui, beaucoup moins de gens ont du temps à, comme on dit en créole, grager des prunes de citire pour faire un jus de prunes de citire. Donc, on aura besoin de quelque chose d'accessible, de déjà fait, parce qu'on va vite, il faut aller vite. Donc, on a à donner du sens à cette volonté de politique publique de dire que oui, la Martinique peut tendre au maximum vers une autonomie alimentaire, mais il faut qu'on crée les conditions de cet épanouissement.
Et c'est pas en disant aux gens, bon, eh ben, il y a 3 mètres carrés dans telle zone, allez-y, il y en a 2 par là, et puis il n'y a aucune connexion entre elles, alors qu'elles ont des pots communs, il y a des grappes d'entreprises qui sont créées, non. Et puis, les zones d'activité qui existent aujourd'hui ont bien été créées par quelqu'un. On découvre aujourd'hui des situations extrêmement difficiles sur lesquelles, pour certaines, pendant 50 ans, personne n'a levé le sourcil. Je prends le cas de la zone de la Lézarde, créée en 1963 par la Chambre de commerce, qui avait cette fonction d'impulsion économique à l'époque, qui a été relayée depuis par les régions. La Chambre de commerce achète un foncier, monte une zone d'activité. Initiative extrêmement salutaire, avant-gardiste, il fallait développer l'entreprise et il lui fallait des lieux pour son épanouissement. Mais cette zone, elle a plus de 50 ans. Je suis né en 63, donc je peux vous dire, elle a plus de 50 ans. Qu'est-ce qu'on a fait entre-temps pour qu'elle se modernise, parce que le foncier appartient à quelqu'un, les bâtiments sont privés. Qu'est-ce qu'il y a eu comme dynamique pendant 50 ans? Il n'y a pas eu la crise pendant 50 ans. Qu'est-ce qu'on a mis en place comme dynamique pendant 50 ans pour moderniser la zone, lui donner des conditions favorables pour qu'elle soit attractive et qu'elle attire le client? Non, on lui donne aucune issue de secours, on lui donne un accès qui est le même pour la sortie. Entrée et sortie, c'est le même accès. On ne lui donne pas les conditions d'être hors d'eau. Il n'y a pas de mise aux normes. Je ne parle même pas de sismique. Hein. Bon, voilà, sismique, quasiment personne n'est au sismique. Il n'y a pas d'eau en cas d'incendie. Voilà, il n'y a pas d'hydrant pour les bornes d'incendie, etc. Et puis là, on arrive devant la région, on dit, ben réparez ça, mais entre-temps, ne faites pas d'autres zones. Nous avons mis en place un plan de réhabilitation des zones existantes à la Martinique pour leur donner des chances de trouver des clients qui ont envie d'aller là. Aujourd'hui, un client qui a envie de louer un local à la zone de la Lézarde, il va réfléchir. Vous prenez 1 heure pour entrer, 1 heure pour sortir. Tellement il y a des embouteillages. Parce que les 2 flux de véhicules sont au même endroit. Sur une autoroute qui est extrêmement fréquentée, qui est en travaux, etc. Vous réfléchissez à 2 fois avant d'aller là. Si vous dites, si à chaque fois que le client doit venir chez moi, il faut qu'il prenne 1 heure d'embouteillage, je vais essayer d'aller ailleurs. Nous devons créer, en même temps que nous créons de nouvelles zones dédiées à des activités qui touchent aux énergies renouvelables, qui touchent à la production agroalimentaire, etc., eh bien, nous devons également, dans le cadre d'une convention que nous avons passée avec les actuels impliqués dans les zones que sont les propriétaires et la Chambre de commerce, eh bien, un plan pour les mettre aux normes et les rendre plus attractives et en faire des zones dans lesquelles on a envie d'aller. Les zones d'activité que vous préconisez, les 17 zones, est-ce qu'elles sont réparties sur l'ensemble du territoire de façon, entre guillemets, scientifique, pour un véritable aménagement du territoire? Nous avons dans un premier temps vu avec tous les porteurs de projets, parce que nous avions beaucoup de porteurs de projets de zones à la Martinique, en particulier l'Espace Sud, la CACEM, etc., qui avaient besoin de ce souffle de la collectivité régionale pour que ces projets puissent exister. Nous avons un projet de zone avec la CACEM que nous soutenons, qui est un projet CACEM, mais que nous soutenons financièrement fortement, à Étangs-Abricots. On va faire l'injure à la région de penser qu'une zone d'activité aux côtés d'un port de plaisance, avec toute l'activité que cela va développer, 400 anneaux déjà ouverts, une possibilité d'avoir des hôtels, des restaurants, parce qu'il y a un port de plaisance un peu comme Rodolphe Désiré a anticipé sur le marin, on va lui faire l'injure de ne pas faire une zone là, parce qu'il faut réparer la Lézarde ou Californie, non? Je prends un autre exemple. Choco-Choisy, c'est une zone dont le foncier avait été acheté à l'époque où Serge Etchimi était président de la CACEM. 7 hectares. Nous sommes à Saint-Joseph, là où il y avait Plasticop, etc. avant. Pôle agroalimentaire. Ce qu'on est en train de faire à Choco-Choisy ne pourrait pas exister dans un émiettement de petits locaux ici ou là dans des zones d'activité. Il y a un centre de vie, il y a des services en commun, il y a des choses qui sont extrêmement vitales pour une entreprise installée en zone d'activité aujourd'hui. Une zone d'activité ne doit plus être vécue comme une juxtaposition de commerce, mais comme une sorte de village installé avec des services en commun, des moyens en commun qui permettent en tout cas à cette zone de ne pas être simplement un lieu où sont juxtaposés des cubes d'entreprises qui s'installent. Donc on est dans une mutation, nous accompagnons la mutation à l'intérieur des zones avec ces conventions que nous venons de passer.
Je signale que dans le cadre du pont de Guigneron que nous avons réalisé, ça nous a permis, moyennant beaucoup de millions d'euros, de mettre la zone de la Lézarde hors d'eau. Autrement dit, le travail de pale planche installé le long de la rivière Lézarde, en aval du pont, eh bien, va isoler la zone Martinique Automobile et toutes les entreprises qui sont les plus proches de la Lézarde des inondations qu'elles connaissent depuis des décennies et des décennies. On parlait de risque pour l'aéroport, par contre. Oui, mais ça, c'est les ingénieurs tirés opposants de la région qui ont très mal vu la réalisation de ce pont pour des raisons uniquement politiciennes et qui vont commencer à trouver des arguments qui ne tiennent pas la route. Il faut arrêter aussi de faire l'injure aux personnes qui sont des ingénieurs, aux études qui ont été faites. Et puis, il n'y a que Daniel Marissette à la Martinique qui pense que parce qu'on a fait un pont à Guigneron, l'aéroport sera inondé. Il faut arrêter aussi avec les monsieur je sais tout, je connais tout et le contraire de tout. Pendant qu'on en parle, on est le lycée Schellcher. Le lycée Schellcher avance bien, les logements de fonction sont sur le point d'être livrés. Quand on monte la corniche, tous les logements de fonction sont terminés. Dossier difficile, puisque il faut pas oublier aussi que lorsque nous arrivons à la région en 2010, il n'y a aucun potentiel de lycée de transit qui existe. C'est-à-dire, on fait beaucoup de bruit, la mairie de Fort-de-France a refusé un permis, le lycée Schellcher, ceci, une attaque comme c'est faire le mime contre le maire PPM de l'époque, Serge Letchimy, pour le bâtiment. Mais où est-ce qu'on met les enfants pendant le temps où on construit ce lycée? Alors aucun dossier, aucun potentiel de relogement n'est déposé sur la table. C'est nous qui avons trouvé en arrivant une solution par l'ancienne maternité. Donc la solution remonte à 2010-2011. On va rentrer au lycée Schellcher à quelle année 2000 Normalement cette année à la rentrée. Alors c'est un travail qui est difficile parce que nous avons commencé les travaux tout de suite après l'acquisition de l'ancienne maternité, qui a permis au CHU d'avoir aussi d'oxygène parce qu'il a pu vendre ce patrimoine. On connaît les difficultés de notre cher hôpital. En même temps qu'on commençait les travaux, un rapport un peu alarmant nous demandait de réaliser une fois pour toutes la mise aux normes sismiques. C'est un vieux bâtiment, tout le monde connaît la maternité, et le président a hésité en disant, bon, prends pas le risque. C'est vrai que ça peut tenir, mais on profite pour le mettre aux normes sismiques. Et c'est un travail de dentelle qui est très difficile lorsqu'on a un bâtiment qui existe déjà. Construire aux normes sismiques, clac, clac, on sait faire ça, il n'y a pas de problème. Mais partir d'un bâtiment existant qui est vieux et puis le mettre aux normes sismiques, ça demande un déploiement de techniques et de fouilles, etc., qui prend du temps. Donc là, les entreprises sont en train de faire des prouesses. Vous pensez vraiment qu'en septembre, là, les gens pourront rentrer au lycée Schellcher? On a un point le mois prochain. De toute façon, le président va jouer la transparence. Mais on n'a pas de tort, en quelque sorte. On n'a pas de tort. Je répète qu'en 2010, mars 2010, lorsque nous arrivons au lycée Schellcher, on trouve à la région, on trouve un plan avec des architectes qui se parlent plus, une bérésina dans l'équipe technique, des affrontements pas possibles avec la communauté scolaire, dans une ambiance limite dictatoriale. On connaît M. Marie-Jeanne. Donc, on a dû tout reprendre. En même temps que les archis retravaillaient le bâtiment pour ne pas en faire ces barres qui ressemblaient à des cages à lapins longues de 300 mètres et qui allaient pouvoir mettre des élèves dans des conditions qui n'étaient pas du tout agréables, y compris pour eux-mêmes que pour le paysage autour du lycée Schellcher. Et cette espèce d'essuyage complet de l'existence du lycée, de son style moderniste que nous avions tenu à préserver. Mais il n'y avait pas de lycée transit. D'accord? On faisait beaucoup de bruit sur le lycée Schellcher, qui n'était pas le lycée le plus en difficulté de Martinique. Bien au contraire. Des lycées en difficulté, y compris sismique, il y en a d'autres que le lycée Schellcher. C'est peut-être parmi les plus solides. D'accord? Enfin, quand on le regarde, on n'a pas cette impression. Mais non, mais là encore, vous fiez au fait qu'on l'a pas peint. Ah bon, pendant des années, on l'a pas peint. S'il était peint, il aurait été... Pendant des années, on l'a pas peint. Donc ça a entretenu une espèce d'image. Ah ouais, bah il était pas bon. Parce qu'il l'aide. Oui, il l'aidait. D'accord? Mais un monde l'aide, c'est pas un monde mauvais.
D'accord? En monde lettre, c'est pas un monde mauvais. Ouais, ça c'est un raccourci très habile, mais bon. Non, le lycée Schellcher a été repeint depuis, on l'a entretenu à minima, puisque les travaux devaient être lancés, mais je peux vous dire qu'on a trouvé des difficultés, d'énormes difficultés dans d'autres lycées que le lycée Schellcher. Je rappelle qu'il y a des bâtiments entiers qui sont fermés suite au dernier séisme à Trinité, au Marin. Et là, personne n'en parle. Hein. Le lycée Schellcher n'a pas bougé d'un poil. Le lycée Schellcher, c'est le lycée Schellcher. Oui, mais normal qu'on en parle un peu plus. C'est parce que tout a été stigmatisé autour du lycée Schellcher, qu'on voulait même débaptiser d'ailleurs, pour effacer dans nos consciences un pan de notre histoire, par des révisionnistes qui par moments me rappellent certaines pratiques islamistes. Oui. On écrase, on démolit, y compris les consciences. Votre président a rencontré M. Hollande récemment. Puis M. Hollande a rencontré M. Lurel après. Normal. Tous les deux ont parlé du cyclotron et tous les deux ont parlé de l'université. Bien. Mais c'est extraordinaire. M. Lurel dit, j'ai des Guadeloupéens à soigner. D'accord? Donc je fais un petit cyclotron pour soigner mes Guadeloupéens. Vous, les Martiniquais, ont des Martiniquais à soigner. Je fais un petit cyclotron pour soigner les Martiniquais, voilà. Eh bien non, il faut que M. Letchimy dise, moi je veux pas un petit cyclotron. Je veux un gros cyclotron qui me permettra, qui devra être en Martinique, qui me permettra de soigner les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Barbadiens, les Colombiens, etc. Et donc je vais m'ouvrir au reste de machin pour devenir un pôle. Mais si, mais c'est ce qui se passe. Pas du tout. Et donc voilà, est-ce que M. Lurel n'a pas raison de vouloir son petit truc tranquille? Pourquoi est-ce qu'il faut s'ouvrir? Je sais que parfois vous pouvez être un peu provocateur, donc je vais rentrer dans la provocation. Ce que vous venez de dire là est caricatural. Pas du tout. Si les choses pouvaient être aussi simples, chacun aurait son cyclotron. Je rappelle que le cyclotron, c'est un instrument de haute technologie, mais aussi de grand danger. C'est de l'énergie, ça sert à quoi? C'est à détecter les cancers très en amont. Mais ça utilise le nucléaire. Autrement dit, c'est une centrale nucléaire, avec toutes les précautions qui doivent être prises autour d'une centrale nucléaire. J'ai vu un cyclotron à La Réunion, c'est construit dans un immense blocos. Vous arrivez là, vous avez l'impression d'être à Fort Knox, un immense blocos, très protégé, comme si c'était une mini-centrale nucléaire. D'accord? Donc, il y a des règles autour d'un cyclotron. Aujourd'hui, M. Lurel a développé l'idée de baby cyclotron. J'ai participé à la bilatérale entre les deux exécutifs en décembre dernier. Non, c'était celle de Martinique. Et le baby cyclotron n'est pas aujourd'hui approuvé par les autorités nucléaires françaises. Voilà, il faut le savoir. Il y a 2 expérimentations dans le monde, de ce que je sais, il y en a peut-être d'autres, une à Londres, en Grande-Bretagne, et une dans un pays de l'Est, il me semble que c'est la Bulgarie ou un pays de l'Est. La France, aujourd'hui, dit non au baby cyclotron pour les risques nucléaires que cela fait prendre, compte tenu des précautions qu'on doit avoir autour de ces instruments-là. Vous pensez bien que s'il était simple d'avoir chacun chez soi un petit baby cyclotron, mais tout le monde aurait voté pour. Je rappelle qu'il y a eu des rapports de l'ANSES, de plusieurs autorités de santé, qui disent que la position, c'est pas parce que Letchimy est président de la région qui fait sa crise patriotique en disant que je veux que ce soit chez moi. Il y a des rapports qui ont dit que la position géographique centrale dans l'arc caribéen de la Martinique lui donne un potentiel le plus intéressant par rapport aux autres îles de pouvoir développer le cyclotron. Je rappelle que les matières nucléaires sont transportées vers les autres îles en avion, qu'il y a des durées à ne pas excéder pour éviter les risques de contamination nucléaire. Donc voilà où on en est. Donc c'est pas un gadget ni une vue de l'esprit, ni une crise que fait Serge Letchimy en disant je veux le cyclotron chez moi, je veux le cyclotron chez moi parce que je suis le président de région Martinique. Pas du tout. Et il avait été entendu lors de cette bilatérale en décembre dernier à la région à laquelle j'ai personnellement participé de dire les 2 exécutifs attendent les rapports des autorités de santé et du nucléaire et les 2 spécialistes qui doivent venir dans les 2 îles. Nous allons écouter leurs rapports et prendre une décision ensemble en notre âme et conscience. Entre-temps, des initiatives clignotantes se sont mises en place. Je ne sais pas, peut-être certainement légitimement, j'ai pas envie de... Est-ce que vous avez le résultat des rapports? Oui, les 2 rapports conclus
au fait que c'est à la Martinique que l'on doit installer ce cyclotron pour des raisons que je viens de vous dire. Et sa donc, position centrale. Monsieur Lurel court-circuite quelque part ces rapports-là. Non, c'est ce que vous êtes en train de dire. Je ne suis pas allé au fond à 100% du dossier. Donc, quand je ne maîtrise pas à 100% un dossier, j'évite de donner des avis. Mais ça peut laisser penser à ça. D'accord. Ok. L'autre pomme de discorde entre la Guadeloupe et la Martinique, c'est l'université. Et là aussi, c'est pareil. Pendant 10 ans, 15 ans, on n'a pas investi. Nous, les Martiniquais, on a peu investi dans l'université. Les Guadeloupéens ont beaucoup investi dans cette université. Et aujourd'hui, ils disent qu'il est normal que le budget qu'on donne aux Guadeloupéens soit plus important que celui qu'on donne aux Martiniquais. Et là encore, M. Letchimy n'est pas d'accord. Donc, M. Lurel dit, comprenez que nous voulions que nous soyons récompensés pour l'effort que nous avons fait. Non, il n'a jamais été dit que M. Letchimy n'est pas d'accord. M. Letchimy est partisan de l'équité. Et que l'on puisse voir ensemble ce qui est à rétablir sur les budgets et qu'on puisse penser un projet université qui n'est pas simplement une comptabilité de bâtiments. Moi, j'ai plus de mètres carrés, tu vois, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que les mètres carrés, c'est important, mais s'il n'y a rien dedans, si on n'y fait rien et qu'on sombre petit à petit dans une désespérance, à quoi servent les mètres carrés? On va finir par y mettre des poules. Donc, oui, mais donc, il y a un moment donné où il faut penser projet et se dire, 2 îles, sœurs, ont des étudiants à essayer de maintenir le plus possible sur leur territoire en leur donnant des éléments d'éducation de niveau supérieur qui soient en adéquation avec les temps qui changent, avec ce 21e siècle, qui soient de qualité, etc. C'est à ça qu'il faut penser en premier. Je rappelle que dans l'université, lorsqu'on vous dit qu'on a investi moins, là aussi on paye les années, Marie-Jeanne. Je rappelle qu'aujourd'hui, les financements que nous donnons à l'université ont été multipliés par 4 par rapport à une certaine époque. Quand je vois aujourd'hui que c'est les mêmes qui s'agitent à l'université, ces mêmes élus qui sont en train de défendre une sacro-sainte université, etc., en se faisant le monopole du cœur de l'université de Martinique, j'ai envie de leur dire, vous avez fait quoi ces dernières années ? Qu'avez-vous développé comme politique en matière d'enseignement supérieur? Quels ont été les budgets qui ont été consacrés à l'université? Lorsque nous avons visité l'université, quand M. Letchimy a été élu, puisque nous avons inclus un certain nombre de choses de l'université dans le premier plan de relance, lorsqu'il a annoncé des budgets, j'ai vu des yeux s'écarquiller en disant « Mais Président, on ne nous a jamais considérés comme ça. » On n'a jamais eu ces montants-là. La bibliothèque universitaire que nous sommes en train de porter sur notre dos, on n'a même pas eu de réponse de la région pour une demande de financement. Donc aujourd'hui, tout le monde monte au créneau sur l'université, c'est tendance, c'est bon, c'est même là qui pendant des années n'ont pas aidé l'université à la hauteur qu'elle devait être aidée. Que cela se sache. Et ce que je vous dis, nous avons les chiffres. Nous pouvons le dire, c'est pas simplement critiquer pour critiquer. Alors lorsqu'on aime son université, on lui donne les moyens d'existence, on lui donne les moyens de son épanouissement, on s'implique dans la politique de l'enseignement supérieur, on est présent dans les instances de l'université, on crée une commission enseignement supérieur, comme c'est le cas aujourd'hui, on s'implique dans la vie de l'enseignement supérieur à la Martinique, toutes entités confondues, et on y met surtout les moyens financiers au lieu de clôturer chaque année avec des excédents indécents. Ce qui se dit, c'est que vous avez mis les moyens au profit du CEREGMIA, qui serait un de vos amis politiques. Oui, ça se dit, ça n'arrête pas de se dire, mais c'est facile. Là encore, on est dans des débats faciles. Le CEREGMIA dépend de l'université et toutes les demandes de financement du CEREGMIA ont été pour la plupart, pour ne pas dire pour la totalité, c'est un dossier que je commence à oublier parce que pour moi, c'est quelque chose de complètement inutile et qui ne mérite pas cette agitation que l'on a dans le pays. Pas seulement dans le pays, parce que Mediapart en parle beaucoup. Oui, mais oui, bientôt, peut-être que c'est de vous que Mediapart va parler ou de moi. Vous savez, c'est pas un média qui doit faire la vie et la vérité autour de dossiers. Je signale que ces financements ont été obtenus sous l'ère Marie-Jeanne. D'accord? Il me semble qu'il n'y a qu'un seul dossier qui a été validé par nos instances à notre arrivée. Tous les autres dossiers dont on parle ont été validés par l'ancienne majorité. Donc, j'ai presque envie de dire qu'ils sont plus, le CEREGMIA est certainement plus leurs amis que nous, si on parle de volume financier et de nombre de dossiers traités. Je rappelle aussi que le CEREGMIA dépend à 100% de l'université et que toutes les demandes se faisaient au nom de l'université, qui avait un président à l'époque, M. Pascal Safache. Alors, on est copains avec Safache, on est copains avec Célimène, enfin, on est copains avec tout le monde. J'ai presque envie de dire, tant mieux si on n'a que des copains. Mais il faut arrêter aussi de voir de la collusion partout.
Les gens du Sérégmia sont des gens respectables. Et encore une fois, comme l'a dit le président de région à plusieurs reprises, s'ils ont fauté, eh bien, au bout de l'instruction de leur dossier, de leur demande, eh bien, il y aura des verdicts et on va les respecter. C'est tout, y compris nous-mêmes. Mais pour l'instant, on est en train de faire un procès à des gens sur lesquels il n'y a même pas une mise en examen. D'accord. Contrairement à d'autres. Un des axes principaux de l'action du Conseil régional, c'est l'organisation de filières. Vous avez pris un certain nombre de secteurs que vous avez organisés en filières. J'ai assisté à plusieurs de ces réunions. Ça ne me paraît pas forcément très facile d'arriver à faire travailler ensemble des gens qui ont toujours été séparés. Et je suis très surpris de voir que ce n'est que maintenant qu'on essaye de faire ces filières. Alors, d'abord, d'où vient cette idée? Et ensuite, effectivement, est-ce que vous vous heurtez à des difficultés? D'où vient l'idée? Pour moi, ça relève de l'intelligence des politiques publiques qui doivent dépasser le seul fait de déclamer des intentions. On veut que la Martinique aille vers une meilleure autonomie alimentaire. On veut. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'au bout, le consommateur soit essentiellement nourri de produits du pays? Ça ne se déclenche pas comme ça. Il y a une organisation à la fois humaine, technique, de production à mettre en place, à valoriser et à déployer sur l'ensemble du territoire qui demande un accompagnement fort de la collectivité. Et pas seulement un accompagnement financier, parce qu'on avait toujours aussi le réflexe de dire « moi qui bon l'argent ». Non, il n'y a pas que l'argent. Parce qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs qui existent et qui peuvent se passer de nos financements régions. Il y a des fonds européens, il y a des fonds du SIOM qui avaient été mis en place. Je prends l'exemple du futur Couvoir qui va ouvrir bientôt. Il a été financé à 100% par des fonds d'État. Du futur quoi? Couvoir, qui va permettre de sortir des poussins directement à la Martinique plutôt que de les importer chaque semaine par avion. Donc, ça a été financé à 100% par des fonds d'État. Donc, c'est pas l'argent souvent qui manque le moins, même si parfois c'est compliqué, il y a des procédures, il faut beaucoup attendre. Mais c'est pas l'argent qui manque. D'accord? Ce qui manque, c'est souvent comment on met tout ça en harmonie. Comment on harmonise et qu'on imbrique le fait qu'il y ait quelqu'un qui produise du poulet, qui livre le poulet, qui le met en banquette, qui diversifie la production, l'adapte au goût d'aujourd'hui, fait des saucisses. J'ai pris l'exemple du poulet. J'aurais pu prendre l'exemple du bœuf, j'aurais pu prendre l'exemple de beaucoup de choses. Comment on fait ça? Et à chaque étage de la fusée, la collectivité qui a l'intention, au départ, dans son interpellation politique de dire ce pays doit mieux se nourrir par ses propres moyens, eh bien, doit intervenir en ayant cette philosophie en tête. Eh bien, nous avons travaillé maintenant depuis 3-4 ans à mettre du sens, donner du sens à cette intention. Ça passe, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on parlait des syndicats, par un projet humain. Par un projet humain. Il ne suffit pas de dire on va créer une coopérative. On va créer une interpro, on va créer ceci, on va créer cela. Si au milieu, les gens ne s'entendent pas et qu'ils n'ont pas le même intérêt, et ils sont divergents sur tout. Celui-là, non, on veut rester à la petite paysannerie. Celui-là dit il faut pousser un peu plus loin, il faut développer des nouveaux produits, il faut faire du fromage, il faut faire des choses comme ça. On ne s'entend pas. Donc la collectivité a l'obligation en permanence d'être aux côtés de ces personnes-là pour à chaque fois redonner du sens à l'action. Mais ça a été le cas dans la canne, ça a été le cas dans la production animale, et nous sommes en train de travailler, là c'est extrêmement compliqué, à cette organisation dans le maraîcher. C'est compliqué. À part de le maraîcher, c'est compliqué, mais il me semble que la région souhaitait, après l'échec de la SOCOPMA, réorganiser tout ça et faire en sorte que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient au debout de la chaîne, production et distribution. Et il semble que ce soit ce qui se soit produit aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'agriculteurs qui reprochent à la région le fait que l'actionnaire principal de la DATEX, en fait, Mme Palandry, soit au cœur même de la nouvelle Comment peut-on structure. reprocher à la région une décision qui a été prise par la justice? Je ne comprends pas. Il y a une entreprise qui a été liquidée, l'administrateur judiciaire, le liquidateur judiciaire a des procédures, on parlait de droit tout à l'heure, mais voilà, c'est malheureusement le respect du droit. Ça parfois des travers. Eh bien, et c'est le liquidateur judiciaire qui décide de l'attribution des anciens actifs de l'entreprise. Après des offres qui sont présentées et qui sont censées être analysées de manière impartiale. La région n'a rien à voir dedans. On n'est même pas propriétaire du terrain. Est-ce que la région le terrain appartient au département. Est-ce que la région a supporté quelqu'un qui se portait dans la région? Non. Encore une fois, c'est conter les gens des Antilles. Non.
Pas du tout, on a appris par la presse. Bon, est-ce que vous trouvez ça normal? Encore une fois, j'aime pas juger parce que je ne connais pas le projet de cette entreprise. Non, je vous juge vous. Je veux dire que vous savez bien que les Martiniquais n'ont pas les fonds suffisants. Enfin, disons. Il n'y a pas de problème de fonds pour ça. Ah, mais vous savez. C'est que le tribunal, quand même. Non, il faut pas faire le tribunal va juger quand même de la fiabilité du projet. Il faut pas faire une montagne d'un ancien hangar qui a été repris par une coopérative naissante. C'est pas un monde, ça. Je vous signale que la région a un projet de plateforme de redistribution du maraîcher autour de coopératives organisées avec lesquelles nous travaillons et qui va voir le jour. Qui va voir le jour Bien quand? sûr, qui est déjà en chantier. Qui va voir le jour quand? Là, le bâtiment existe déjà, on est en train de travailler à son acquisition, mais encore une fois, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. La région aurait pu acheter un local depuis 150 ans, hein. Mais s'il n'y a personne dedans, si personne ne veut livrer, si toutes les coopératives ne s'entendent pas pour être dans une démarche unitaire, solidaire et responsable, à quoi va servir le bâtiment? Là encore, on va y mettre des poules. Donc on a toujours dans ce pays le souci de l'équipement avant le souci de la démarche. C'est des heures et des heures, monsieur Laouché, passées à écouter les coopératives, à essayer de régler leurs problèmes qu'ils ont en interne avec eux, leurs problèmes de financement, etc., pour qu'on arrive à des coopératives harmonieuses et sereines et qui décident ensemble de porter un projet. C'est pas la région qui va animer la plateforme agroalimentaire. Moi, je plante pas de carottes. J'ai même pas de piment chez moi. J'ai pas le temps de le planter. Donc, vous voyez, si les fournisseurs de cette plateforme ne partagent pas une vision commune, une philosophie au Donc côté... vous êtes en train de faire ça. Eh bien, on a quasiment abouti. Vous êtes en train de refaire vivre la Socopma, en fait. Il ne faut pas s'accrocher à une enseigne. La Martinique a besoin d'une plateforme de distribution agroalimentaire qui soit organisée. Et la région est en train... Oui, nous avons déjà le site qui existe déjà. Vous n'avez pas encore le nom? Non, ça, le nom, c'est pas grave. Nous, qui est Matnik. C'est à nous. D'accord. Est-ce que vous êtes... Mais ça n'empêche pas que d'autres projets cohabitent, etc. Les meilleurs vont rester, les plus actifs. Et puis, si nous arrivons à tirer à cette démarche de plateforme qui est très attendue, l'essentiel de la production agricole, et qu'au contraire, grâce à ce dispositif logistique facilitateur, on puisse créer des vocations chez d'autres, on aura réussi le pari. Vous devez être embêté quand même d'avoir été quand même très partisan ou partisane de l'Assemblée de la collectivité unique de Martinique. Vous devez être en train de vous demander, mais qu'est-ce que c'est cette machine à gaz là, cette usine à gaz? Premièrement, attendez, ça ne fera aucune économie au niveau du personnel, au contraire, il y aura des tas de gens qui seront payés à ne rien faire. Ensuite, pourquoi vous dites ça? Ça veut dire que les gens font rien aujourd'hui? Non, ça veut dire que quand on aura une seule collectivité, qu'on aura deux directeurs, il y a forcément un directeur qui fera rien. Mais c'est directeur d'autre chose. Vous allez m'expliquer, Oui, je vais vous expliquer. Vous allez m'expliquer. Le volume de travail est intact. J'ai besoin qu'on m'explique. Donc, premièrement. Deuxièmement, ce millefeuille que vous redoutiez, en réalité en France, on est en train de le recomposer puisqu'on donne de plus en plus de pouvoir aux intercommunalités. En Martinique, elles vont en profiter. Donc, vous aurez en face de vous le Cap Nord, etc. Donc, on aura toujours ce millefeuille. Donc, on aura charroyé de l'eau dans un panier quelque part. Non, bien au contraire. Au contraire, le millefeuille aura moins de feuilles. C'est déjà ça. Les pouvoirs qui sont donnés aux intercos restent quand même très limités. Et en particulier... On n'en sait rien, on n'a pas encore voté la loi. Oui, mais vous savez, la grande limite, c'est l'argent. Ben oui, on leur donne les compétences et l'argent. Qui va leur donner compétences et l'argent? Cet État-là? Oui. Mais non. Il va vous demander de faire autant avec le même budget. Quand il y aura le transport organisé, surtout, c'est qui est bien parti. Avec l'habilitation que nous avons obtenue dans le cadre du 73, nous sommes en mesure aujourd'hui d'avoir une AOT unique. Le prix de l'AOT unique. AOT, dites, c'est quoi? Autorisation d'organisation des transports. Autorité d'organisation des transports unique. Aujourd'hui, il y en a 17. On va faire de façon à ce qu'il y ait un patron du transport à la Martinique. Une collectivité patronne du transport à la Martinique, qui sera un EPIC ou un EPA, un établissement public, qui va, avec des autorités secondaires, travailler à une organisation harmonieuse du transport, un peu comme on l'a sur le territoire de la CACEM. Vous savez l'argent qu'il faudra pour faire tout ça fonctionner? Les Cap Nord, Espace Sud, CACEM, les trois EPCI vont être aux manœuvres, mais ne pourront rien faire si derrière il n'y a pas une collectivité territoriale forte
qui a décidé de faire du transport un de ses porte-drapeaux et qui va devoir mettre la main à la poche. Aujourd'hui, lorsqu'on fait le TCSP sur le territoire centre, c'est pas la CACEM qui le fait. Elle n'en aurait pas eu les moyens. C'est quand même 400 millions d'euros de travaux globaux auxquels il faut rajouter les infrastructures de Guigneron, etc., qui n'étaient pas compris dans le premier projet. Guigneron, c'est 40 millions d'euros. Donc, qui aurait pu faire ça? La CACEM qui aurait pu porter ça? À quel moment? Ne peut pas. Le versement transport qui est aujourd'hui collecté par la CACEM ne paye même pas le transport à la CACEM. Il faut que la CACEM rajoute 26 millions d'euros sur ses propres recettes destinées à faire autre chose pour qu'un usager de la CACEM ait un ticket d'autobus qui soit abordable. 1,10 €, 1,30 € avec un abonnement de 30 et quelques euros par mois. 26 millions supplémentaires qu'ils doivent aller chercher dans les politiques de développement économique, dans les politiques de l'environnement, etc., en diminuant parfois le passage du camion poubelle pour pouvoir consacrer ce budget à faire autre chose, c'est-à-dire le transport. Le transport ne paye pas le transport. Hein. Les recettes du transport ne payent pas le transport dans la CACEM et le versement transport, qui est une taxe patronale qui est prélevée sur les entreprises de plus de 9 salariés, ne suffisent pas. La collecte est bien en deçà. Je vous prends l'exemple de l'Espace Sud. L'Espace Sud collecte 3 millions d'euros de transport, versement transport. Dans ces eaux-là, le transport coûte 16 millions. Mais vous êtes très habile, hein, parce que vous avez pris le transport. C'est le seul Je domaine. pourrais prendre d'autres. Mais non, c'est le domaine où vous avez l'habilitation, donc vous l'avez pris. Mais on en a 3, hein, habilitations. On ne sait pas, oui. Mais enfin, celui-là concerne ce que nous sommes en train de dire, les intercommunalités plus précisément. Pour vous dire que la loi NOTRe n'a pas encore été votée. Donc vous ne savez pas de quelle compétence ni de quel budget vont devoir avoir les intercommunalités. Je vous rassure, les budgets seront ceux qui sont. Moi, j'en sais rien. Vous non plus. Vous m'annoncez que l'État vient de découvrir un trésor quelque part. Non, j'annonce rien. Je dis qu'il aurait été peut-être plus prudent d'attendre donc cette réforme qui s'est déjà annoncée du Ne donnez pas aux intercos plus de volume et plus de pouvoir qu'elles n'ont. Non, mais est-ce qu'elles peuvent avoir un pouvoir de nuisance au moins? Non. Bon, soyons ça veut dire, soyons positifs. Elles ne l'ont pas eu jusqu'à présent. Pourquoi elles l'auraient eu? Mais parce qu'en France, on est en train de leur donner plus de pouvoir en ce moment. Non. Ça va... Nous avons 3 intercos. La Martinique a la chance, contrairement à d'autres pays, d'autres régions, etc., d'avoir un territoire 100% couvert par les intercos. On en a 3. Les 34 communes sont adhérentes d'une interco. Les intercos gèrent aujourd'hui des choses importantes comme les déchets, comme plein de choses. Ça roule. Mais au contraire, une collectivité territoriale ne demandera qu'une chose, d'avoir des intercos dynamiques qui soient en rapport productif avec elle pour mettre en œuvre. Ce n'est pas la région, la collectivité territoriale de Martinique qui va s'occuper de l'usine d'incinération, qui va s'occuper... On pense ensemble la politique de déchets, on pense ensemble la politique du transport et on fait ensemble. Voilà. Donc, voilà, vous créez un truc idéal, quoi. On pense ensemble, on fait ensemble. Oui, mais c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Quand vous aurez une collectivité unique, est-ce que les intercommunalités n'auront pas tendance à se positionner en contre-pouvoir? Pourquoi? Je vous demande. Mais pourquoi? Les compétences sont claires. Vous devez vous occuper des déchets et la communauté européenne, qui est drastique sur tout ce qui est environnement, vous donne des dates et des délais. Monsieur, vous n'avez plus le droit d'enfouir vos déchets. Vous n'avez plus le droit d'avoir des décharges à ciel ouvert. Vous devez être écolo dans tous les sens du terme. Il faut que les décharges soient couvertes. Il faut ceci, il faut cela. Il faut avoir des méthodes d'élimination des déchets qui soient les plus propres possibles. Usines d'incinération sans émission de gaz nocifs, biogaz, biomasse, etc., avec tout ce qui se passe du côté du SMITOM pour la transformation de la partie déchets, eh bien, vous allez inventer quoi? Vous allez, je sais pas, recycler la Lune. La réalité, elle est là. Hein. Et les intercos, n'oubliez pas qu'elles sont composées d'élus locaux qui ont le droit, sur qui le droit est pointé. Les administrés. Des élus locaux qui pourraient être désormais élus de façon directe, ce qui augmentera leur légitimité au-dessus des communes. Et donc, ça peut être un contre-pouvoir efficace. Oui, mais on passe par les communes. C'est quoi le but de la manœuvre? J'en sais rien. Dire non pour dire non? Non, écoutez, on sait bien... Mais l'histoire vous rattrape, hein? Possible. Vous voyez bien que l'opposition telle qu'elle est aujourd'hui est quand même... Il n'y a pas de projet à l'opposition. Oui, mais est-ce qu'elle vous empêche d'avancer au rythme que vous voulez? Pas du tout. Elle nous amuse et nous fait perdre du temps, mais elle ne nous empêche pas d'avancer.
Si elle vous fait perdre du temps, vous empêche d'avancer. Non, pas du tout. C'est-à-dire, au lieu qu'une plénière dure 4 heures, elle dure 12 heures. Donc c'est vrai que j'aurais bien aimé rentrer chez moi un peu plus tôt. Mais ça n'a pas empêché à toutes les décisions d'être votées, et le plus souvent à l'unanimité. Expliquez-moi. Expliquez-moi comment on fait les économies avec la collectivité unique. Ah oui, vous avez énormément d'économies qui sont liées aux procédures, à l'administration, etc. Oui, c'est un vrai champ d'économie. Mais c'est pas ça l'essentiel du combat. Bien sûr qu'il faut optimiser. Aujourd'hui, la matière argent se raréfie dans toutes les collectivités publiques. C'est normal, c'est l'impôt qui paye. Donc, soit on augmente l'impôt de manière... mais ça, c'est inacceptable. Mais on fait que les ressources qu'on a. Et les ressources sont de ce qu'elles sont. Et dans un pays, en plus, qui est frappé de récession démographique, on aura des ressources partout en baisse. Moins de contribuables, moins d'imposables, donc moins de ressources. Aujourd'hui, lorsque vous mettez ensemble une politique sportive, vous faites des économies. Moi, quand je vais, par exemple, je prends un exemple qui peut paraître banal, mais qui se multiplie tellement dans l'année. Lorsque je vais à une remise de prix du championnat de ceci, etc., on a 2 groupes, hein. On a 2 délégations, on aura, la collectivité offre le même cocktail, le même truc, et puis c'est fini. Et ça va permettre d'harmoniser, qu'on soit dans quelque chose. La pêche, la COPEMA en ce moment est en difficulté, le Conseil général essaie de faire ce qu'il peut de son côté, nous on essaie de faire ce qu'on peut. Il y aura forcément une addition à payer à un moment donné. Comment on fait pour penser global? Mais je ne suis pas, vous savez, la collectivité territoriale fera faire des économies en matière financière qui seront évidentes. Mais pour moi, c'est pas ça le plus gros challenge. Le plus gros challenge, c'est que cette collectivité territoriale de Martinique doit devenir une vraie école de la responsabilité. La gouvernance est organisée de façon à ce que nous puissions nous épanouir un peu plus dans un mode qui ne soit pas la France envoie la loi, on applique et puis on est dans ce quotidien qui finit pas. L'Assemblée délibérante et le Conseil exécutif en cohabitation devront nous mettre en posture pays. Même si on est encore en dominé, mais en posture pays. Non, disons le mot. Pour vous, la collectivité territoriale de Martinique, c'est un pas vers l'autonomie. C'est ce que vous venez de dire là. Après, l'autonomie, il faut la voir comment on l'imagine. Il y a plusieurs versions de l'autonomie. Il y en a qui pensaient que le 74, c'était l'autonomie. Comment on voit l'autonomie? Moi, je préfère parler de responsabilité, de prise de responsabilité. Pour pas faire peur. Pas faire peur. Plus personne n'a peur de ça. Mais non, c'est pas. Faut arrêter de tout diaboliser, tout et le contraire. Vous savez, il y a un joli petit poème de Gilbert Gracian que j'aime beaucoup qui s'appelle Moins paix. Je le dédie aux Martiniquais. M'en paie mouche, m'en paie djep, m'en paie si, m'en paie vol. Il faut arrêter d'avoir peur en permanence. D'accord? Nos ancêtres ont vécu plus que ça. Ils n'étaient pas dans la terreur de tout. Ils ont survécu à l'amiral Robert, à 1902. On est reparti. Il faut arrêter d'avoir peur. C'est une école de la responsabilité. Nous avons un pouvoir réglementaire et législatif qui nous est donné pour pouvoir, dans le cadre du 73, adapter les lois, bien sûr selon les règles que l'on connaît, à notre mode de fonctionnement. Le conseil exécutif de l'ordre règle le quotidien, met en place les politiques publiques et exécute les décisions de lois et règlements qui ont été prises dans le cadre des habilitations, dans le cadre du 73 par l'Assemblée délibérante. C'est magnifique. Pour moi, c'est une école de la responsabilité. On ne peut pas passer son temps à dire ça qui n'est pas bon pour la France, pas obligé bon pour nous. Et puis on nous donne les outils de pouvoir par voie démocratique. C'est pas un coup d'État qui va faire qu'on va voter telle ou telle modification de loi. C'est par voie démocratique. On est dans une démocratie représentative. Le pouvoir est donné à des élus. Ils l'exercent au nom du peuple. Et on a voté pour eux. Ça veut dire qu'on leur a donné un gage de confiance. Eh bien, ces mêmes élus, eh bien, ils vont voter ou pas que la loi transport qui existe en France, qui s'appelle la LOTI, qui n'avait pas prévu le modèle martiniquais avec les taxicos, avec cette manière artisanale que nous avons eu due à l'histoire d'organiser notre transport, et donne aux élus des outils de pouvoir faire appliquer la loi en matière de transport, la faire mieux, mais avec des outils qu'ils ont pensés eux-mêmes parce qu'adaptés au pays martinique. Les meilleurs spécialistes des affaires martiniquaises sont les Martiniquais. Je vous ai laissé parler là, longuement, et j'ai fait le pari à l'intérieur de moi-même que vous alliez le dire une troisième fois, mais vous ne l'avez pas dit. Vous n'avez dit que 2 fois l'article 73. Ce n'est pas par hasard, parce que c'est une façon de rassurer les gens quelque part. Mais nous sommes dans l'article 73. Oui, mais ma question est la suivante. Est-ce que votre projet
c'est précisément de sortir de cet article-là pour aller vers plus encore de responsabilité, parce que pour aller vers plus de responsabilité, il faut certainement sortir quand même du 73. Moi, je crois que le Martiniquais a droit à son pouvoir d'initiative, son pouvoir d'imagination et le pouvoir de s'asseoir autour d'une table et de dire ce qu'il y a de mieux pour lui, moyennant toutes les bornes que met en place une démocratie dans laquelle nous sommes. Une république dans laquelle nous sommes. Alors c'est fini la troisième voie. Mais au contraire, c'est ce que j'allais vous dire. Ah. Le Martinique a ce droit-là. Et c'est ce droit-là que nous avions réclamé lors de ce congrès dans lequel nous avons été réduits à brandir notre avis sur des pancartes. Un nouvel article pour l'autonomie. Cette image, j'ai toujours dans ma tête et j'ai précieusement gardé ma petite pancarte que je crois que je vais faire bientôt encadrer et mettre en bonne place chez moi. Donc on nous demandait un nouvel article. Pourquoi? Nous sommes dans une constitution issue de 1958. On connaît l'époque de 58. De Gaulle, décolonisation en cours, les accords d'Évian, c'est 62, décolonisation des pays du Maghreb, etc., les guerres jusque dans les années 70, Vietnam, etc. On est dans une époque de résistance du colon face à ses anciennes colonies. Ces colonies et de manière future, ces anciennes colonies. On connaît les ravages de l'affrontement qu'il y a eu, des affrontements qu'il y a eu en Afrique subsaharienne, dans le Maghreb, etc., au Moyen-Orient, le Vietnam, en Inde, etc. On a eu des affrontements parce que le colon tenait à ses possessions, le peuple disait non, et on a massacré des gens. Tout ça s'est réglé dans le sang. Cette constitution naît à cette époque. Et c'est pourquoi j'ai toujours eu des doutes, en lisant le 74, de croire que l'esprit de 58 ait pu penser à un moment donné que nous pouvons être en responsabilité autour d'un article qui s'appellerait 74. Et c'est sur ça qu'à mon avis, les indépendantistes auraient pu un peu plus réfléchir, plutôt que de sauter et de s'accrocher à un mot fétiche qui figure dans cet article qui s'appelle autonomie. Il faut aller au fond des choses. Ce que nous demandons, entre 58 et aujourd'hui, le monde a évolué. Et même cette constitution a connu énormément de modifications. Beaucoup d'articles, dont le 73, ont été réécrits à plusieurs reprises avec des choses qui se sont ajoutées au fil de l'histoire. Pourquoi on ne serait pas en mesure de travailler tous ensemble à un article qui nous consacre une responsabilité collective et qui nous donne plus de pouvoir à réglementer et à légiférer sur nos propres affaires? Les énergies renouvelables, le transport, l'éducation. L'éducation telle qu'elle est menée à la Martinique, je ne sais pas si elle est 100% adaptée à notre sociologie, aux humanités que nous sommes. Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'enseigner, de revoir? On avait à l'époque le professeur Alaric qui avait développé une vraie réflexion autour des humanités créoles. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière d'enseigner? On a un fort taux d'échec scolaire. Est-ce que ce n'est pas le moment de se pencher sur ça et de dire, tout en gardant nos diplômes qui nous donnent des valeurs qui sont aujourd'hui valables en Europe, pourquoi on ne pourrait pas penser une autre manière d'enseigner, qui soit peut-être plus ouverte, plus dans nos mœurs, plus dans nos manières, avec les mêmes obligations de résultat? Donc, qu'est-ce qui gêne à demander ça? Demander ça, c'est... Eh bien, on a souhaité avoir un nouvel article, à travailler ensemble sur un nouvel article qui soit scellé dans la Constitution, mais en disant, écrivons cet article ensemble. Il peut s'appeler 75, 73, 3/4, 74 et demi. Je ne sais pas, c'est pas un problème de numéro. C'est un problème de philosophie. Nous sommes en 2015. Nous ne sommes plus en 58, ni en 1960, ni en 1970. Est-ce qu'il n'est pas le moment pour les Martiniquais de réfléchir à cette troisième voie? C'est pas le travail de la future CTM. C'est pas ça. Mais c'est pas parce qu'on met en place une collectivité territoriale de Martinique qui est dotée des pouvoirs que l'on sait, des compétences et des prérogatives et de la gouvernance que l'on sait, que l'on va arrêter la réflexion à l'intérieur des élus. La réflexion ne doit pas s'arrêter. Et moi, si je continue d'être une fervente PPM, une fervente progressiste, de fréquenter mon parti et d'y militer, c'est pas simplement pour rencontrer mes copines et puis prendre une blague avec elles. Derrière, il y a un travail qui doit se faire, une réflexion qui doit exister, et puis une effervescence de la réflexion qui doit continuer, comme Césaire l'a eu dans les années 45 par rapport au PC, par rapport à tout ça. La réflexion ne doit pas s'arrêter. Et ce même Césaire n'arrêtait pas de me dire tout le temps, quand j'allais prendre une petite blague avec lui à son bureau, me dire, ne te fais surtout pas voler ton pouvoir d'initiative. Est-ce que les vedettes Manina vont exister en décembre? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des chances que...
savez, c'est une entreprise qui a vraiment subi le mentir. Je le dis, hein, je l'ai vécu, hein, plus de 20 ans, être aux côtés de ma famille dans cette affaire-là, elle a subi le mentir. Elle a assumé sans hurler un service public à son détriment. C'est-à-dire, voilà une entreprise qui a fonctionné presque comme une coop, une coopérative, sans les moyens d'une coop, et qui est enfin reconnue dans son service public, se voit reprocher des procédures à la marge, un délai qui n'avait pas été tenu de quelques jours pour déposer un recours. C'est une entreprise, j'estime, qui a subi le mentir. Un mentir qui est... je la connais bien, c'est quand même une entreprise qui fait partie de mon quotidien, qui a usé des hommes, qui a usé des gens, qui a usé des chefs d'entreprise, je trouve de la manière la plus injuste qui soit. Voilà, maintenant, allez à Jacques Taès. Où est-ce qu'on en est exactement, là, sur le plan judiciaire? Normalement, pour un problème de délai, d'appel, etc., c'est une entreprise qui est sous le coup d'une liquidation judiciaire. Maintenant, les autres voies légales, je ne sais pas comment elles vont se mettre en place, mais je trouve tout cela dommage et je trouve que c'est un beau sacrifice. Il y aura un nouvel appel d'offres fait par le Conseil général. Oui, mais pour l'instant, on n'était pas en DSP. Hein. Ce n'était qu'une contribution qui était portée au titre de la reconnaissance du service public rempli par cette entreprise. Donc il y aura cet appel d'offres. Et est-ce que les vedettes Madinina vont pouvoir soumissionner, concourir à cet appel d'offres? Techniquement et légalement, oui, mais humainement, je ne sais pas. En tout cas, je ne serai pas de celles qui vont encourager à la fois ma famille, mon compagnon, à aller vivre une fois de plus cet enfer. Parce que c'est un véritable enfer qui détruit des hommes. D'accord. Voilà. Je crois que quand on prend un certain âge, on a envie d'un petit peu de bonheur, de plaisir, de pouvoir vivre un peu plus sereinement, de partir en vacances, de respirer un peu et de ne pas avoir cette pression permanente d'une espèce de devoir de travail bien accompli, embaucher jusqu'à 33 personnes, les payer tous les mois, travailler, renouveler des flottes sans jamais faire d'emprunt bancaire, en se serrant la ceinture, en étant en veille permanente dans une entreprise, sans prendre de congés, sans prendre de vacances du lundi au dimanche. Personnellement, j'ai dit stop à ma famille. Voilà, tant pis. L'histoire se chargera du reste. D'accord. Est-ce que c'est une très jolie phrase et les circonstances dans lesquelles elle a été dite, les circonstances dans lesquelles elle a été dite sont également exceptionnelles. Mais honnêtement, Catherine Concon, est-ce que vous pensez que les Martiniquais sont les meilleurs spécialistes des affaires de la Martinique? Absolument. Je le crois plus que jamais. Et dans beaucoup de domaines, quand il m'arrive de travailler avec des personnes qui ne sont pas martiniquaises, je me dis, mais ils n'ont pas compris, ils ne savent pas qui nous sommes. Ils ne savent pas qui nous sommes. Alors bien sûr, derrière, il faut mettre les conditions de ces spécialistes. Il faut leur donner les conditions d'éducation, de formation, etc. Mais je suis plus que jamais convaincue que nous sommes à la fois un peuple et une nation. Est-ce que, eu égard aux moyens dont nous disposons, notamment les moyens financiers, nous aurions pu ou dû réussir mieux notre développement? Là encore, on ne peut pas faire son histoire. On a demandé à la Martinique en 50 ans de faire des bons énormes, bons qu'elle a réussi. Et puis, il faut arrêter de lécher cette pauvre Martinique. Je signale que dans les dernières parutions de l'INSEE, sur les 4 DOM qui font l'objet de comparaisons, qui peuvent être critiquables, hein, je peux être comparé à la Guadeloupe, c'est difficile. La Martinique est quand même la numéro 1 dans beaucoup de domaines. Vous savez que vous êtes extraordinaire. C'est-à-dire que dès qu'on ose porter la moindre critique, arrêtez de lyncher. On ne lynche pas. Donc nous serions le seul peuple au monde. On aurait pu réussir un peu mieux. Oui, je veux dire, on a fait ce qu'on peut. Oui, mais enfin, nous avons fait ce que nous pouvons. Je peux réussir quelque chose et dire je ne suis pas content de moi, je n'ai pas fait assez bien, sans pour autant me lyncher. On ne doit jamais être content. L'homme le plus riche du monde, qui est le plus gros capitaine d'industrie du monde, continue d'investir, continue de dire je dois faire mieux, alors qu'il aurait pu se poser. Non, pas du tout. Je ne me suffis pas de ce qu'on a fait. Mais j'estime que là aussi, on doit se dire qu'en 50 ans, la Martinique a fait le maximum de ce qu'elle pouvait faire et a surtout assuré le progrès humain à un peuple qui est ce qu'il est. Et ça, c'est important. L'accès à l'école, l'accès à l'eau potable, l'accès à des logements décents, l'accès à l'éducation, l'accès à la formation. Aimé Césaire, en parlant avec lui, me disait, tu sais, dans les années 60, j'avais 8000 gamins qui n'allaient pas à l'école, parce qu'il n'y avait pas d'école. Mais j'ai construit des écoles partout. On est monté jusqu'à 73 écoles, parce que je voulais que les enfants aillent à l'école. Mais tu vois, avec Géril, on prenait un conteneur de bois, et puis on construisait une école pendant les 2 mois de vacances. Et l'école naissait dans le quartier. Parce que je ne voulais pas
que les petits Martiniquais n'allaient pas à l'école. C'est la première voie de l'émancipation, c'est le savoir. Donc, on a fait ça en 50 ans. On a sorti des quartiers entiers de l'inondation, de typhoïde. Un Martiniquais a accès à l'eau potable depuis longtemps. Il y a des millions de personnes sur cette planète qui ne connaissent pas la couleur de l'eau potable. Des millions, pour ne pas dire des centaines de millions de gens. Ça, tout près de nous, il y en a. Ça, c'est l'affaire de plusieurs générations. Oui, mais pas sur une longue durée, hein. C'est une cinquantaine d'années. C'est pas beaucoup. Ça fait 2 Vous voyez, générations. j'ai un peu plus de 50 ans, je suis pas si vieille. Vous avez quel âge? J'ai un peu plus de 50 ans, je suis pas si vieille. Donc, 50 ans, c'est pas beaucoup. Quand on vous regarde, ça a l'air vrai, ce que vous dites. En tout cas, c'est 2 générations et demie. D'accord? 50 ans. Dites-moi, quand même, je ne vous redirai pas la phrase de Napoléon, elle est trop dure. Soldats, vous avez bien fait, mais tant que vous n'avez pas tout fait, vous n'avez rien fait. Donc c'est trop dur. C'est ce qu'on se dit chaque matin. C'est trop dur. C'est ce qu'on se dit chaque matin. C'est quand même un petit peu trop dur. Néanmoins, quand on arrive à ce que nous avons fait, la génération d'après Césaire quand même, la vôtre, et qu'on se dit, ben, les jeunes Martiniquais aujourd'hui n'ont l'air d'aspirer qu'à partir de la Martinique. On a l'impression de ça. Quand on voit l'université qui a explosé avec des scandales et tout ça, et puis bon, la Socopma qui s'arrête, un tas de choses comme ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses qui se font, mais est-ce que quelque part, on ne peut pas se dire, on n'a peut-être pas complètement réussi ce que nous aurions dû réussir. Voilà. Je ne suis pas une idéaliste, je ne vais pas me contenter de dire que tout a été fait, mais j'estime que dans la situation dans laquelle nous étions, si je mets le taquet à 1950 et celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, beaucoup a été fait. Alors on a toujours tendance à voir la partie vide du verre. Mais il faut surtout apprécier la partie pleine. Ça va nous permettre de nous dire, ayons la force de continuer de remplir le verre. Mais en tout cas, je ne jetterai pas l'anathème sur tous ceux qui ont été aux commandes dans ce pays-là. Ils ont fait de leur mieux, dans des contextes difficiles. Je parle de vous, de votre génération. Mais on n'arrête pas, la preuve, on n'arrête pas. On n'arrête pas de continuer à se remettre tous les jours sur le métier et trouver les solutions. Est-ce que notre jeunesse est à la hauteur aujourd'hui, cette jeunesse que nous avons formée, est-ce qu'elle est à la hauteur des défis de la Martinique aujourd'hui, selon vous? Oui, offrons-lui les conditions. De lui dire, vous pouvez revenir. Vous êtes chimiste en agroalimentaire, spécialiste de logistique agroalimentaire, spécialiste du foie, etc. Et bien, on va vous dédier une très belle zone à Mangovulsin de 2,5 hectares, dans laquelle vous pourrez à la fois être des chercheurs, trouver les nouvelles solutions d'exploiter notre biodiversité, toutes les richesses naturelles de ce pays. Revenez, créez des entreprises, venez travailler à ce haut niveau de management dont nous avons besoin et recommençons à redonner du souffle autour de ce virage qu'on doit prendre, qui n'est plus le virage de l'équipement, plus le virage de l'équipement en école, en hôpital, en route, etc., mais le virage du développement, du vrai, celui qui a du contenu, celui qui offre des moyens, pas celui qu'on déclame, développement, développement, et puis derrière, il n'y a personne et il n'y a rien. Non, celui qu'on met en exécution, dans lequel on dit la canne, c'est un produit qui nous a beaucoup fait souffrir, c'est ce qui nous a fait venir ici, ça a créé le peuple, c'est une plante de douleur et tout, mais pourtant on peut avoir le sucre de meilleure qualité du monde entier, c'est un sucre qui peut nourrir sa population, fait travailler 4000 personnes et peut assurer un équilibre d'occupation de terre qui ne se transforme pas demain en barre HLM. Donc il faut travailler le sucre. Ne pas se contenter simplement de dire, on fait du vrac. Depuis des années, continuons de faire du vrac. Il y a toute une pléiade de choses à développer autour du sucre. Eh bien, les Martiniquais, vous qui travaillez dans ces secteurs-là, revenez. Mais on vous donne les moyens. Parce que si on produit plus de sucre, vous n'allez pas venir. Si on produit plus de la Chine, vous n'allez pas venir. Si on ne fait pas de la recherche autour des plantes médicinales, en les faisant labelliser dans la pharmacopée officiellement pour qu'elles deviennent des produits qui soient exploitables et mis sur le marché, vous n'allez pas revenir. Et c'est tout ce travail que nous sommes en train de faire, dont nous sommes très fiers. Oui, on peut avoir des doutes quand même sur le sucre. Mais avec plaisir. Non, sur le sucre, ouais. Parce que les Réunionnais ont quand même beaucoup de problèmes. Parce qu'en 2017, l'Europe va cesser d'aider le sucre comme elle le faisait jusqu'à maintenant. C'est pas si tranché que ça. Donc ça, moi, je me méfierais du sucre. Et puis d'ici 2017, j'ai pas envie de manger du sucre de betterave. Donc on en produit pour nous quand même. Mais en Martinique, on ne satisfait pas la demande. Et votre projet, c'est l'exportation? Si non, on ne satisfait pas la demande. Ah, déjà le marché local. Oui, on est obligé en fin d'année d'importer du sucre de Guadeloupe. Okay, la Guadeloupe produit plus de sucre que nous. D'accord. Cette année, on est avec les efforts que nous avons menés aux côtés de la filière,
mettre une SICA en place pour que les professionnels se retournent, travaillent aux nouvelles qualités de canne, puissent travailler de manière plus assidue autour de la productivité, renouveler le matériel industriel du galion et tout, pour qu'on ait du sucre de chez nous. Eh bien, on est à 39 000 tonnes livrées au galion l'année dernière, c'était le plus bas. Eh bien, on va passer à 50 000 cette année, et notre objectif, c'est d'atteindre 100 000. Pour la consommation interne. Pour faire du sucre à la Martinique de manière satisfaisante pour la consommation interne. D'accord. Merci beaucoup, Madame Concombre. Est-ce que vous avez quelque chose à dire en quelques secondes? Non, le plaisir a été pour moi. Je vais simplement dire aux Martiniquais, aimez votre pays. Pas pour vous, tout simplement. Aimez le pays pour cette collectivité qu'elle représente, ces hommes et ces femmes qui forment une nation, une collectivité d'être qui n'existe nulle part ailleurs, qui a sa manière d'être, sa manière de rire, de parler, de danser, qui a ses traditions, qui a un patrimoine à la fois matériel et immatériel qui est extraordinaire. Aimons-le, aimons tout ce que ça a produit. Moi, je trouve que nous faisons partie d'un peuple prodigieux qui, au milieu de la souffrance, a développé des artistes, des musiciens, des peintres, des cerveaux comme Aimé Césaire, glissants, etc., qui ont une production intellectuelle extraordinaire dans ce pays de souffrance. On s'en est sorti. On a donné du mieux que nous pouvons. Nos enfants aujourd'hui n'ont pas eu les souffrances des enfants d'avant qui terminaient leurs insuffisances en T-bonne dans les champs de canne. Aimons ce pays, protégeons-le. Personne ne pourra l'aimer plus que nous. Moi, j'aime beaucoup mon pays. Je suis prête à m'y impliquer encore plus, vraiment par amour. Et je crois que chaque Martiniquais devra tous les matins se dire qu'est-ce que je peux faire de plus pour lui. Pas pour moi, petit être égoïste, enfermé dans ma villa, mon argent, mon pouvoir, mes vacances, etc., mes enfants, mais de manière collective. Fréquentons les associations, les mutuelles, entraînons les enfants au sport, donnons des cours, chacun de nous, portons une petite pierre à cet édifice. C'est un pays qui a besoin de cohésion sociale, qui a besoin d'amour, de réciprocité, de dialogue, et chacun doit y mettre du sien. Merci beaucoup. C'est sur cette déclaration d'amour que nous allons nous quitter. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup de votre fidélité, chers amis de Canal Martinique Télévision. Vous qui nous regardez sur kmttelevision.com, c'est notre site internet, qui nous écoutez sur FM+, qui nous regardez sur Télé Antilles en France. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Au plaisir.